Du coup, une première question, c'est que sur votre problématique, vous avez choisi du coup la thématique de l'utilisation des technologies de surveillance comme outil face à la migration. Pourquoi vous êtes concentré sur cette question en particulier? D'accord, merci déjà pour la question. Peut-être d'entrée de jeu, il faudrait situer le contexte, ou plutôt l'équipe qui est en charge de mener cette thématique et la réflexion précisément sur cette thématique. Donc moi, je suis Ezekiel Takam, le mentor du groupe. Et forcément, le rôle du mentor, qui est un rôle plus ou moins avare, c'est que je n'ai pas l'obligation d'être impliqué dans la réponse à vos différentes questions. Et je laisserai cette tâche aux membres de mon équipe. Donc, néanmoins, peut-être on pourrait se présenter. Je ne sais pas si ce serait idéal pour nous, mais je pense que ce serait bien déjà de dire d'où est-ce que nous parlons, histoire de mieux orienter les grands axes de nos différentes interventions. Maya? Ouais, alors très brièvement, Maël Azekli, avocat stagiaire à Genève, donc voilà, membre du groupe de recherche. Moi, je suis Margot et je suis étudiante en droit international à l'IHED. Salut tout le monde, merci pour être ici. Moi, je suis UFR, marocain-italien, et je suis étudiant à double master à l'IDEAP à Lausanne. Et il manque Emma, qui a aussi travaillé avec nous et qui n'est pas là ce soir. Donc voilà, on répond à la première question. Oui, pour la réponse à la première question, je pense qu'il serait idéal de commencer par les dames, hein, c'est ça? Je pense qu'on a commencé à réfléchir en brainstormant beaucoup sur les questions de surveillance, migration et technologie. Et on est assez vite arrivé, et aussi à cause de l'esprit de l'Egellence Institute qui questionne le contrat social urbain face aux technologies de surveillance. Et c'est là qu'on est assez rapidement venu à la question de est-ce que le contrat social urbain face à la surveillance est modifié en ce qui concerne la migration, en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre les citoyens nationaux suisses qui habitent à Genève et les personnes migrantes à Genève aussi? Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à la question... Enfin, on s'est posé la question, est-ce que la surveillance, elle est utilisée à l'encontre des migrants, plus que est-ce qu'il y a une utilisation positive de la technologie par les migrants? Je pense que c'est comme ça qu'on est arrivé à ce paradigme, en fait. La surveillance, elle est utilisée à l'encontre des migrants à Genève. Ouais, tu rajoutes un truc. Pour moi, la question, c'était aussi, excusez-moi tout le monde, je ne parle pas très bien français, mais je vais essayer. Et la question, c'était aussi, s'il y a de discrimination, s'il y a de problèmes, les migrants, ils sont au courant. Les personnes, les citoyens de Genève, ils sont au courant de ce qui se passe, de comment sont utilisées les technologies ici. Et c'était aussi ça, une des questions à laquelle on a essayé de répondre. Oui, puis peut-être pour compléter, c'est vrai que pour constater déjà la surveillance électronique, c'est important d'avoir finalement des cas d'étude. Et en tant que citoyen normal, il y a peu de situations dans lesquelles on va finalement réaliser avoir fait l'objet d'une surveillance. Je ne sais pas, par exemple, si un jour vous allez déposer vos déchets un week-end et qu'il s'avère que vous avez été filmé et que vous recevez une amende, là peut-être tout d'un coup vous allez vous poser une question et vous dire « Ah mais en fait je suis surveillé ». Et aujourd'hui, ben oui, les personnes migrantes font l'objet d'une surveillance accrue à partir du moment où ils décident d'entrer en Suisse. Et puis ben justement, ce cas d'étude est parfait pour nous, en tout cas pour étudier l'étendue de cette surveillance et de savoir finalement aussi comment les institutions, que ce soit au niveau suisse, mais en particulier au niveau genevois, appréhendent la surveillance électronique et comment est-ce que ça se fait en pratique. Donc je pense que ça répond à la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'avais pas mentionné, mais si vous avez des questions que vous voulez poser au groupe, vous pouvez lever la main et on vous laissera poser vos questions. Du coup, ma deuxième question, c'est sur votre méthodologie. Donc, vous avez une méthodologie en 2 temps, d'analyse de documents et ensuite des entretiens avec des acteurs pertinents.
est-ce que vous avez rencontré des obstacles en fait pour trouver toutes ces sources et tout ce matériel? Moi, je me suis concentré principalement sur les acteurs genevois. Alors, plus ou moins compliqué, on a contacté d'abord l'OCPM qui s'est rapidement déclaré incompétent en la matière. On a contacté la police aussi qui nous disait avoir à disposition des outils de surveillance, mais que finalement, ils ne les utilisaient pas en matière de police contre les étrangers. Après, la vérité, c'est que, vous le verrez souvent, les personnes migrantes sont des personnes qui peuvent être amenées à commettre des infractions, aussi de manière totalement involontaire. Et donc, finalement, elles se prennent tout l'arsenal aussi pénal dessus, les outils de surveillance en particulier qui sont mis en œuvre. Et puis après, derrière, se prennent une interdiction de territoire et ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a manqué d'accès aux informations. Heureusement, il y a quand même le préposé cantonal à la protection des données, à la transparence, qui fait un travail quand même assez important pour mettre à disposition des informations, documenter ce qui se fait. Mais c'est vrai que c'était assez difficile, en tout cas au niveau cantonal. Ouais, et moi je rajouterais que on a beaucoup d'informations écrites, des ressources en ligne par exemple, des lois ou des directives qui indiquent par exemple les limites à ne pas dépasser en matière de protection des données. Mais il y a très peu de sources écrites qui indiquent quels sont les moyens utilisés pour surveiller en fait. Et quand on pose les questions aux personnes concernées pendant les interviews qu'on a menées, on n'a pas réponse aux questions en fait. Comme tu disais, même pas les personnes impliquées dans l'administration ou autres, mais même les académiques ou autres. En fait, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Tu veux rajouter autre? On a aussi essayé d'avoir des interviews avec des avocats. Et même ici, on a vu que c'est un problème parce que même au niveau légal, ce n'est pas un sujet qui est bien défini. Donc, comment tu peux approcher un subject, un argument, un sujet qui n'est pas défini, qui n'est pas reconnu par la société, qui n'a pas de limite. Donc, c'était aussi ça le problème, je pense, pour tout le monde. C'était que personne ne savait pas beaucoup parce que le sujet, c'est pas bien approché et c'est pas surtout bien défini. Et pour rebondir là-dessus, comme une des personnes qu'on a interviewées nous l'a justement dit, il estimait qu'il y avait certaines pratiques relatives à une culture professionnelle. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'important à prendre en compte dans notre recherche. Mais malheureusement, comme on n'a aucune information, on ne peut pas le mettre en œuvre. Mais je pense qu'on peut garder ça à l'esprit et peut-être se baser là-dessus pour des prochaines recherches. Okay, merci. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'on manque cruellement d'informations sur les outils qui sont utilisés à Genève. Mais du coup, pour vous, ce serait quoi les prochaines étapes dans la recherche pour justement éclaircir ce sujet? En tout cas, il y a déjà deux questions importantes, deux étapes. C'est déjà déterminer si ce qu'on constate aujourd'hui est licite ou pas. Parce que si finalement la surveillance électronique comme elle est faite aujourd'hui est licite, ça nous donne une indication qui est qu'on doit changer le cadre légal. Si ensuite, au contraire, on découvre que la surveillance qui est faite est illicite, là, ça nous donne aussi des moyens d'action parce que ça nous dit que finalement, on a quelque chose à faire. On peut demander la cessation de la surveillance, on peut dire que les preuves qui ont été obtenues sont absolument inexploitables. Et donc là, ça nous donne déjà un peu un moyen d'action. Donc ça, au niveau juridique, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vas-y. Si je peux aussi ajouter, c'est aussi, si c'est légal, c'est aussi légitime. Pas seulement les sites, c'est légitime parce que ce qui est légal, c'est pas toujours légitime. Donc aussi en partant par la définition et en partant par voir ce qui est défini et une fois qu'il est défini, on va voir s'il est légitime. C'est ça, je pense. Oui, tout à fait. Et quand je pensais à la question, surtout pour ce qui est des réfugiés, je pense que quelque chose à explorer à Genève serait le visionnage, par exemple, des vidéosurveillances ou la recherche extensive qui doit être faite lors d'enquêtes, et notamment pour ce qui est de l'examination de la demande des requérants d'asile pour l'acceptation ou non de la demande. Je pense que
y a forcément une recherche qui est faite pour l'acceptation ou le refus, et que vu les moyens à disposition, il y a forcément une recherche au niveau digital qui est faite. Et ça pourrait concerner Genève en particulier, puisque les requérants d'asile, une fois qu'il a été déterminé que leur demande sera examinée par la Suisse, quand ils arrivent en Suisse, sont répartis dans les différents cantons. Et il y en a certains à Genève. Et c'est sûr que pendant l'examination de leur demande, une recherche est faite. Je sais pas, quand j'ai vu la question, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire à Genève sur ça. Ok, merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à notre groupe ici? Oui. C'est pour Maël. Alors, c'est quoi le finding par rapport aux 2 points que tu as posés sur le licite et pas licite? Est-ce que vous avez réussi à déterminer le fait qu'au fond, Genève, c'est un cadre légal qui, en gros, est légitime, si on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas, on peut discuter de légitimité, mais licite ou pas du tout? Alors, le premier obstacle pour répondre à cette question, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui se fait. Et comme nous, on l'a remarqué, c'est déjà difficile de constater ce qui se fait. Et c'est que quand on voit ce qui se fait et qu'on a les faits clairement établis qu'on peut déterminer si c'est licite ou pas licite. Maintenant, en tout cas à Genève, on a la loi sur la LIPAD, la loi sur la protection des données personnelles, la transparence, etc., qui permet la vidéosurveillance. Maintenant, c'est le seul type de surveillance électronique aujourd'hui qui serait permis pour les autorités administratives cantonales. Maintenant, en matière pénale, il y a tout un arsenal de surveillance qui est à disposition des autorités de poursuite pénale, que ce soit surveillance des télécommunications, etc. Donc on a quand même un champ d'outils à disposition assez étendu. Maintenant, ça va être surtout dans l'utilisation de nouveaux outils, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui est un type d'outil particulier. C'est pas simplement filmer, mais c'est aussi lier ce qui est filmé avec une base de données. Et ça, par exemple, ne serait pas nécessairement permis, que ce soit par la LIPAD ou que ce soit par le Code de procédure pénale. Donc il y a aujourd'hui des questions qui se posent, en tout cas à ce sujet-là. Ok, alors super, merci beaucoup pour votre travail fourni et puis pour vos réponses. Et maintenant, on va... Peut-être tout juste avant de libérer le plateau, je tenais à féliciter ce groupe de son efficacité et davantage quand on se rend compte de la manière avec laquelle nous avons eu à travailler. C'est la toute première fois que l'on se retrouve tous, mais il y avait une certaine harmonie dans les échanges d'idées, une certaine harmonie dans la construction du sujet. Et mon rôle de mentor a été très facile en compagnie de ces étudiants. L'objectif était justement de les accompagner dans le processus de recherche partant de la situation de l'objet qui devient sujet d'intérêt, la définition du problème, l'interrogation du problème via des questions de recherche, la méthodologie, la définition de la méthodologie, les enquêtes sur le terrain et la communication de nos résultats. Et durant tout ce processus de recherche, durant ce parcours, j'ai eu un grand plaisir, un plaisir vraiment enthousiasmant de travailler avec ces étudiants et de travailler finalement avec ces participants, des collègues. Et peut-être pour rebondir sur un point qui a été évoqué, oui, l'un des constats qui serait le principal, l'un des résultats clés de notre parcours, c'est le manque d'informations en ce qui concerne l'utilisation des technologies de surveillance face à la migration. Mais je ne considère pas ça véritablement comme un obstacle, car ça reste une information qui justifie le fait que le parcours doit être continué, qui justifie le fait que notre travail était simplement le fait de lancer, de mettre sur pied des jalons qui seront nécessaires à la croissance d'une réflexion davantage fournie sur le sujet. Et j'invite à cet effet Excellence Institute de poursuivre l'organisation des workshops, de poursuivre une conversation qui pourrait aboutir à la construction d'une communauté autour de la réflexion et de la poursuite de ce sujet et précisément de l'exploration de ce sujet. Donc je vous remercie et je remercie aussi Excellence Institute pour cette opportunité d'expression. Merci. Je vais essayer de poser la question en français, mais soyez patient avec moi. Dans votre recherche et dans votre processus de faire le podcast, est-ce qu'il y avait quelque chose de
surprenant que vous avez trouvé, ou quel était le fait le plus étonnant que vous avez entendu de quelqu'un, peut-être que vous avez parlé avec, ou dans votre recherche plus académique? Tu veux? En fait, moi, j'étais étonnée par une interview que c'est pas moi, mais c'est Margot. Elle a fait une interview avec une femme, une dame qui travaille toujours avec les migrants. Et quand on lui posait la question, qu'est-ce que vous savez de la technologie utilisée sur la surveillance des migrants, elle ne savait rien. Ça, pour moi, c'est choquant. Tu as entre tes mains quelque chose qui est tellement important. Et le fait que, je ne dis pas que c'est un problème à elle, mais peut-être qu'elle n'a pas la moyenne pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est dangereux dans une société. On a besoin de open data, on a besoin de procédures qui sont plus claires. On doit savoir ce qui se passe. Et c'est à nous de questionner tout ça. Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre quelqu'un qui va faire quelque chose pour nous, mais c'est nous qu'on doit questionner. Et on doit pas avoir peur de l'incertitude, de ne savoir pas approcher un sujet. On doit être un petit peu plus courageux. Je ne sais pas si Margot, tu veux ajouter quelque chose, Maëlle? Juste très... Ah, tu veux? Très rapidement, dans le même interview, c'est une dame d'une association qui s'occupe de requérants d'asile à Genève. Elle m'a dit, en fait on l'avait dit, on l'a mentionné dans le podcast, mais le fait que certains requérants aient peur chez eux au téléphone de parler de telle ou telle chose, c'est assez révélateur de ce qui pourrait se passer à Genève même, en matière de recherche sur l'acceptation ou non de la demande d'asile. Et la peur, en fait, que les gens ont. C'est vrai que ça, c'était assez choquant. Mais ouais. Peut-être un dernier fait aussi qui, personnellement, m'a énormément surpris. Pour moi, 2002, c'est il y a très longtemps. 2002, il n'y avait pas d'iPhone. Enfin, c'est très ancien. Et pourtant, ça a été découvert que, justement, le Conseil fédéral avait lancé un projet à l'aéroport de Zurich en utilisant une technologie qui s'appelle FAREC, qui était de mettre des caméras de vidéosurveillance dans l'aéroport pour identifier les personnes migrantes qui avaient peut-être déjà été déboutées ou qui faisaient partie du système Dublin, etc., pour pouvoir les refouler plus rapidement. Donc il y avait déjà un système de reconnaissance faciale qui avait été mis en œuvre à cette époque-là, qui avait déjà suscité pas mal de débats. Et c'est vrai que moi, j'étais choqué de voir que déjà en 2002, ce genre de projet avait lieu, qu'on ne le savait pas, qu'on le savait seulement parce qu'il y avait des motions parlementaires qui avaient été déposées sur le sujet. Et donc je me demande aujourd'hui, quand même 20 ans plus tard, quels sont les outils de surveillance qui sont testés autour de nous en ce moment. Well, merci beaucoup.